Eh bien, salut Thomas. Salut Rémi. On se retrouve du coup sur ce podcast. C'est le premier de la chaîne parce que je tenais vraiment à te présenter à tout le monde. On s'est rencontrés ici à Bali et ça a bien matché. Tu m'as parlé justement de ce que tu fais aujourd'hui, ton business. Donc Thomas, pour vous dire, il a monté l'e-box il y a de ça 5 ans et demi avec son frère qui est son associé. Il vous expliquera les coulisses un peu de son business et autres, mais c'est un modèle donc SaaS avec Exactement. de nombreux utilisateurs pour pouvoir sourcer des biens rentables donc, en France dans l'immobilier. Donc tu nous raconteras tout ça, mais je trouvais ça super intéressant et passionnant la façon dont vous avez pu monter ce business, dont il tourne aujourd'hui. C'est une très belle réussite et ça change notamment du format infopreneur du coup classique que j'ai l'habitude de mettre en avant, notamment les techniques justement d'acquisition, conversion qui sont assez différentes. Et donc je trouve super intéressant que tu puisses nous montrer un autre modèle, comment il a été créé, ce qu'il est devenu aujourd'hui, les enjeux que vous avez en ce moment. Moi, j'aime bien décortiquer un petit peu la Mhm. partie opérationnelle du business, bien sûr avec ce que tu pourras nous dire ou non en termes de confidentialité. Mais trop content de t'avoir et je te laisse te présenter du coup à tout le monde. Bah écoute, merci pour l'invitation déjà, super content d'être là aussi et super content de pouvoir partager un petit peu les petits tips et puis tout ce qu'on a mis en place de notre côté. Moi, je m'appelle Thomas du coup, je suis de formation ingénieur, donc plutôt le gars technique. Et il se trouve qu'en fait, je me suis mis à investir dans l'immobilier un peu pour moi en 2018, j'ai Mhm. commencé. Et en fait, pour ceux qui ont déjà peut-être acheté soit pour investir, soit pour leur résidence principale y vivre, on se rend compte que la recherche IMO, c'est quand même un truc qui est hyper long. Et du coup, c'est pour ça qu'avec mon associé, qui est mon frère avant tout, qui fait aussi de l'immobilier, qui fait aussi de l'invest, à un moment, on s'est dit, vu qu'on est tous les deux un peu techniques, lui, il est développeur de métier, donc on avait vraiment les compétences pour créer un outil qui, en fait, à la base, devait servir juste à nos propres invests perso pour nous Ouais. faire gagner un petit peu de temps, parce qu'on en avait marre, en fait, de passer des heures et des heures sur tous les sites immobiliers, sur nos fichiers Excel, etc., qui commencent à devenir des usines à gaz. Et c'est comme ça, en fait, il y a 5 ans et demi que l'e-box est né, qui est une application web. Alors, on a toujours un petit peu du mal à trouver la dénomination. Donc, c'est une application web, c'est un logiciel SaaS qui permet aux investisseurs immobiliers de trouver des biens, de trouver les villes qui sont intéressantes et de faire aussi toute la partie fiscalité. Et aujourd'hui, l'e-box, ça représente à peu près 60 000 utilisateurs. Et on a fait une petite analyse il n'y a pas très longtemps. On a à peu près 800 millions d'euros qui ont été investis du coup par les membres, ce qui représente à peu près 3000 projets achetés. Wow. Donc ça fait 5 ans et demi que ça sort, donc on est hyper content et on n'était pas du tout, nous, dans une logique en plus de faire une boîte à la base. Comme je t'ai dit, en fait, c'était un outil qui devait nous servir à nous. Mhm. Et il se trouve qu'en fait, on pourra rentrer dans le détail, mais on a eu plein de téléchargements naturels, plein de gens qui nous ont demandé de rajouter des fonctionnalités, qui nous ont demandé de développer de nouvelles choses. Et de fil en aiguille, ça a grossi jusqu'à ce que ça devienne notre activité principale, ce qui n'était pas le cas au début, et que bah, ça devienne la boîte que c'est aujourd'hui, dont on est très content. Ok, waouh, super introduction. Merci. Et c'est ce qui est beau dans l'entrepreneuriat, justement, sur des belles histoires, c'est que ça part toujours comme ça d'une problématique qui était notamment la tienne et d'y apporter une solution et finalement de réaliser que bien sûr c'est le même problème de beaucoup d'autres personnes et donc d'en faire derrière un projet comme ça qui a autant d'envergure, ouais, 60 000 utilisateurs, incroyable. Donc tu étais dans l'IMO avant de monter ce projet-là déjà, tu Pas faisais du déjà... tout. Non, tu faisais Non, pas non, non. forcément d'investissement déjà à ce moment-là. Avant de lancer le projet, si. Mais je suis pas dans Ouais, l'IMO de formation. ouais. Moi, formation plutôt Mhm. ingénieur orienté finance, IA. C'est un peu ça mes deux spécialités. Et j'ai fait de l'IMO en fait à titre perso, mais sans rien y connaître. Donc j'ai appris l'IMO au début. Et on va dire pendant 2 ans, j'ai fait de l'IMO sans rien. Et c'est 2 ans plus tard qu'on a commencé à créer le logiciel. Ok. Et qu'est-ce qui t'a justement introduit, tu vois, à ce côté investissement, entrepreneuriat? Parce qu'au final, voilà, tu as quand même commencé avec de l'investissement immobilier et ça t'a mené Ouais, à ce projet-là, alors que tu étais justement plutôt de formation ingénieur. ouais. Qu'est-ce qui t'a introduit du coup à ça, à l'entrepreneuriat? Tu as eu des exemples déjà d'entrepreneuriat dans ta famille avant? Pas du tout. Moi, je viens absolument pas d'une famille d'entrepreneurs. J'ai personne dans mon entourage qui est entrepreneur non plus, même investisseur IMO. On dit souvent que les investisseurs IMO, c'est pas des entrepreneurs, mais c'est un peu une espèce d'entre-deux, entre un particulier, on va dire, qui a un boulot classique, et un entrepreneur qui a vraiment sa boîte. Il y a une démarche un peu plus professionnelle, mais c'est quand même moins poussé que l'entrepreneuriat. Hmm. Et l'investissement IMO, je sais pas, j'y suis venu un peu naturellement.
J'ai toujours aimé en fait l'immobilier. Je me suis toujours dit, tiens, ça devrait être super bien d'avoir plein d'appartements et tout. J'adorais le Monopoly quand j'étais gamin. Je sais pas Mhm. si ça a un lien. Et du coup, en fait, j'avais un pote en école d'ingé qui, lui, s'était bien lancé dans l'immobilier aussi, Ok. qui aujourd'hui est un gros marchand de biens sur la Côte d'Azur. Et en fait, bah, tous les deux, on s'est un peu engrainés. Et puis en plus, lui, il était plus vieux que moi, donc il s'était déjà un peu lancé avant moi. Et puis, il y a un jour, on s'est vu à Noël et il me dit, bon, Thomas, tu as une super situation, tu bosses en finance à Paris, tu as de quoi emprunter largement ce Mhm. qu'il faut. Donc en gros, sors-toi les doigts et puis va faire de l'immobilier. Ça fait des années qu'on en parle et puis il faut que tu t'y mettes, quoi. Et du Ok. coup, je me suis mis à fond là-dedans. Et c'est vrai que moi, j'ai une mentalité très un peu all-in. Donc en général, quand je me mets dans un projet, je suis vraiment très énervé dedans. Donc j'ai fait pas mal d'immobilier pendant ces 2 3 années-là, où je me faisais des fois des journées de visite, typiquement, où tu pars le samedi matin à 6 heures, tu visites 5, 6, 7 immeubles. Moi, je fais des immeubles de rapport, tu vois, c'est un peu ma Ouais. spécialité. Tu reviens chez toi à 22 heures, t'es rincé, t'as fait 2 heures de route aller, 2 heures de route retour. Et du coup, ça a commencé comme ça. Donc déjà, ça te sort un peu d'une mentalité, on va dire, CDI classique, où tu vas au bureau, tu fais ce qu'on te dit et tout. Où là, tu es vraiment 100% libre. C'est toi qui choisis bah, quel bien tu vas visiter. C'est toi qui négocies, c'est toi qui fais les offres. Donc, tu es responsable de tout. Et du coup, bah, petit à petit, ça m'a peut-être donné un petit peu ce goût pour cette liberté, cette autonomie. Sachant que moi, j'ai quand même une grosse attache, on va dire, à ma liberté un peu perso. Donc, j'ai assez vite senti que le système CDI classique allait pas forcément me convenir. Même si moi j'étais super content de mon job, honnêtement, je suis pas du tout parti de mon boulot parce que ça me plaisait pas ou je m'entendais pas avec mes managers et tout. Au contraire, ça a été assez dur de partir parce que j'avais des super collègues, super managers, le boulot était intéressant. J'ai fait beaucoup de recherches en IA et tout, donc c'est des trucs super stimulants qui sont quand même vachement cool. Mais c'est ce côté un peu politique, un petit peu. On a l'impression que ton temps n'est pas vraiment valorisé dans ces Ouais. grosses boîtes, tu vois, qui m'a fait dire que je pense que l'entrepreneuriat, ça me ferait plus kiffer. Et après, finalement, ça s'est fait un peu de fil en aiguille, comme je t'ai dit. À la base, le logiciel était pour nous. Mhm. Ça a grossi, on s'est dit pourquoi pas. Comme tout le monde, on a commencé un peu à se former, tout ça. C'était aussi beaucoup l'époque de The Family, que tu connais peut-être, Ouais. qui faisait beaucoup de contenu entrepreneuriat à l'époque. Et du coup, bah, forcément, on était dans un espèce Ouais. de mood où tu te dis, bah, c'est possible. Et en fait, petit à petit, c'est arrivé. Et du coup, c'est pour ça que des fois, je vois beaucoup d'entrepreneurs qui se disent, est-ce qu'on est entrepreneur ou est-ce qu'on ne naît pas entrepreneur? Et Mhm. en fait, ça nous est venu un peu petit à petit, tu vois. Et on s'est même pas dit un jour, allez, clac, aujourd'hui, il faut qu'on monte une boîte. On s'est dit, on monte un projet, on va voir ce que ça donne. Puis ça grossit, on se dit, ok, une ambition un petit peu plus élevée. Puis ça grossit, ok, une ambition plus élevée. Et ça monte petit à petit comme ça, tu vois. En tout cas, pour nous, ça a été ça un peu le parcours. Ok, trop intéressant. Et à la base, donc, c'était dans cette volonté d'être donc libre financièrement à travers l'immobilier donc, et de Ouais, sortir de la partie salariat c'est par ça. ce biais-là, Ouais, dans un premier temps. Et au final, c'est devenu maintenant quoi, une activité secondaire du coup au projet Libox, l'immobilier? ouais, la partie Ouais, immobilier ouais, ouais, que tu développes toujours du coup actuellement. c'est ça. Ok, C'est vraiment la partie liberté financière. C'est vrai que j'y pensais plus pour la partie immobilier, où là tu te dis, bah, t'investis pour avoir suffisamment de rente, pour derrière, tu vas pouvoir potentiellement quitter ton boulot. Donc c'est quand j'étais dans ce mindset vraiment liberté financière, c'est là où je me suis lancé dans l'IMO, où je me suis pas forcément dit je vais créer une boîte. Mais après, du coup, la boîte correspond à ça aussi. Et c'est pour ça que moi, personnellement, j'aime bien le modèle produit, parce que le modèle produit est très autonome. C'est-à-dire que nous, aujourd'hui, on a un logiciel. C'est très dur de faire un logiciel qui marche. Ça prend beaucoup de temps. Et malheureusement, tu as beaucoup de projets qui se lancent et en fait, ils ne trouvent pas leur marché, ils ne trouvent pas leurs clients. Mais quand tu as la chance que ça fonctionne et que ça rencontre son marché, bah, en fait, le logiciel, il est là, il est développé. Et en fait, tu peux te permettre d'avoir un truc qui tourne un peu tout seul. Donc, il se trouve que nous, aujourd'hui, ça nous fait kiffer. Donc, on continue de faire de la nouveauté, on continue de bosser dessus. Mais en soi, en fait, ce qui est déjà développé, bah, tu peux le laisser un peu tourner et tu peux te faire un truc quand même relativement passif. Et ça, en fait, même si tu le fais pas forcément, ça te laisse une optionnalité dans ta tête qui te libère un peu de charge mentale, de te dire, bon, aujourd'hui, je tape dessus parce que ça me fait plaisir, mais si demain, ça me saoule et que j'ai envie de faire autre chose, j'ai la possibilité, j'ai l'option de le faire. ouais, c'est ça qui est justement super intéressant pour le coup et qui vient contraster avec le milieu du coup infopreneur. Et c'est pour ça que Ouais, je trouvais ça super intéressant à mettre en avant. Parce qu'effectivement, tu as cette notion vraiment de MRR et de récurrence avec le produit que tu as. À la différence d'un milieu infopreneur où pour le coup, bah, il faut toujours générer des nouvelles ventes, il faut toujours signer des nouveaux clients ou exactement. proposer des upsells en interne et des choses comme ça pour essayer d'augmenter la LTV. Mais tu n'as pas cette notion vraiment d'abonnement et de récurrence et autres. Et donc, c'est ça qui est vraiment hyper intéressant. Ok, nice. Je comprends un petit peu maintenant le parcours et comment ça s'est goupillé. Ton frère, il était déjà aussi un peu dans ce mindset ou au final ça s'est fait pareil naturellement entre Ouais, vous? pas vraiment.
Pas vraiment, tu vois? Je t'avoue que lui, je pense, il avait un petit peu moins cette fibre entrepreneuriale et je pense que c'est plus moi qui ai essayé de pousser un peu le truc. Donc à la base, quand on a créé l'e-box, ça devait être une extension Chrome, tu vois? C'est Ok. vraiment le truc, tout simple, qui était, la version pour nous-mêmes, où on s'est dit: «Bah, vas-y, on fait juste une extension, ça va nous rajouter des infos sur Le Bon Coin, sur Se Loger, ça va nous aider, c'est cool». On n'avait pas prévu de faire plus. Hmm. Il se trouve que cette extension, pour s'en servir, on a dû la mettre sur les stores et c'est là qu'en fait, naturellement, il y a eu du téléchargement et des gens qui ont commencé à nous contacter un peu par surprise, tu vois? Ok. Et donc on s'est dit: «Bon, il y a peut-être un truc à faire» et donc on a créé vraiment un site internet où là, l'idée, bah, c'était d'avoir plus de données et puis de réunir toutes les annonces de Le Bon Coin, Se Loger, PAP et cetera. On a 1 500 sites aujourd'hui et donc tu vois, on est passé déjà au step 2. Mais à ce moment-là, on avait encore nos boulots, dans nos boîtes respectives et on s'était jamais dit qu'on allait quitter nos boulots pour se mettre à plein temps dessus, tu vois? Et pourtant, bah, ça a grossi et puis finalement, on l'a fait. Et c'est vrai que mon associé, lui, il n'avait pas du tout cette logique-là. Nous, après, du coup, on est frères, donc on a un peu aussi la même façon de réfléchir et puis le même rapport à l'argent. On a toujours été dans une démarche un peu sécure, tu vois. Donc, c'est-à-dire que quand on a quitté nos boulots, c'est parce que la boîte générait suffisamment pour remplacer nos salaires qu'on avait avant, qui étaient en plus des salaires très corrects. Moi, tu vois, je bossais en finance à Paris, donc ça payait quand même relativement bien. Mon frère, lui, il bossait en Suisse à l'époque. Donc, tu vois, c'est à partir du moment où on a réussi à remplacer nos salaires qu'on a switché sur la boîte en se disant, on va voir ce risque-là, il est éliminé. Ouais. On s'est pas lancé all-in, vas-y, on y va et on y croit. Tu vois, on a Ouais. été très sécure au fur et à mesure et ça s'est vraiment fait petit à petit. Ok. Ok. Trop intéressant. Et les premiers utilisateurs, tu dis, ils sont passés donc par la partie extension pour vous contacter. Ouais, Ouais, justement, c'est ça qui est intéressant, c'est de c'est voir un ça. peu les premiers utilisateurs, comment ils sont arrivés, qu'est-ce que vous avez mis en place pour finalement faire grossir ce projet. Mais comme tu le dis, ça s'est fait un peu malgré vous Ouais, au départ. Donc c'est vraiment par le biais de recherche de l'extension Chrome. les tout premiers, ça a été ça. Et c'est là qu'on s'est rendu compte qu'il y avait un truc. Après, on s'est dit, bon, bah tiens, on va peut-être essayer de la distribuer un petit peu pour voir si vraiment il y a quelque chose. Parce qu'en gros, tu as les premiers utilisateurs qui arrivent. Et sur Chrome, bon, pour ceux qui le savent, tu es obligé de mettre une adresse mail contact du développeur, en gros. Et du coup, on commençait à recevoir des mails entrants de gens qui nous disaient, ah, bah votre truc, il est bien, mais il faudrait rajouter ça parce que moi, j'investis comme ça et tout. On s'est dit, ok, il y a peut-être quelque chose. Et du coup, ce qu'on a fait, notre première méthode d'acquisition, en gros, ça a été d'aller sur des groupes Facebook d'investissement immobilier et de dire, bon, ben voilà, on a créé cette extension, c'est complètement gratuit, est-ce que vous pouvez nous faire un retour? Tu vois, c'était un petit peu ça l'accroche au début, c'était Ok. pas on vend quelque chose ni quoi Ouais. que ce soit, c'est on vient de lancer un produit, c'est gratuit, est-ce que vous pouvez nous faire un retour? On essaie d'améliorer le truc. Et une fois qu'on a commencé à distribuer, on a eu assez rapidement en fait quelques dizaines, centaines, j'ai plus exactement les chiffres, mais d'utilisateurs, tu vois, sur l'extension. Ça montait assez vite. Et du coup, on s'est rendu compte que ouais, il y avait vraiment un truc. Et du coup, bah, on avait plus d'utilisateurs, donc on avait plus de retours clients aussi, de gens qui nous contactaient, qui nous proposaient des choses. Et ça a été ça un peu notre premier vecteur d'acquisition, quoi. Ok, trop bien. Et comment ça marchait justement techniquement et concrètement, on va dire, cette première version du coup de l'e-box en format d'extension, Ouais. ça permettait quoi du coup pour pouvoir justement sourcer les biens, voir comparer des choses. Aujourd'hui, je me doute qu'il y a beaucoup plus de Ouais. fonctionnalités, vous allez beaucoup plus loin Mm, justement, mm, mm. mais comment ça a démarré du coup au début? Bah, en fait, très concrètement, tu allais sur Google Chrome, tu allais dans le Chrome Store, tu téléchargeais l'extension Libox, qui existe toujours d'ailleurs. Et du coup, cette extension, elle détectait quand tu étais sur un site immobilier, disons Le Bon Coin, et ça allait te rajouter des informations en plus sous chaque annonce. Donc ça allait décaler un peu chaque annonce, ça allait mettre un petit bandeau juste en dessous, et ce bandeau, il allait te faire une estimation du rendement locatif, il allait te faire une estimation des loyers, il allait te donner peut-être le nombre d'habitants, le taux de chômage, le taux d'étudiants de la ville, parce que bah, en fait, sur Le Bon Coin, tu as des infos comme bah, où est-ce qu'est situé le bien, donc tu as la ville, tu as la superficie, tu as la typologie, est-ce que c'est un studio 1 T2, et du coup, à partir de ça, nous, on peut faire un rapprochement avec d'autres données pour dire, bah, OK, bah, cette ville-là, OK, on la connaît, voici la population, le taux d'étudiants, etc. Voici la superficie du bien, voici sa typologie, voici la ville. Donc, on peut à peu près estimer le loyer et donc faire une estimation de rendement. Et en fait, c'était ça un petit peu le but, c'était de rajouter de la data pour qu'on puisse gagner du temps dans cette partie, en fait, un peu screening. Quand tu regardes toutes les annonces et que tu dois choisir lesquelles tu dois ouvrir pour savoir lesquelles tu vas analyser pour potentiellement aller faire une visite derrière. Waouh, ok. Et donc après, vous avez amélioré au fur et à mesure du temps avec les feedbacks utilisateurs C'est ça. pour rajouter des choses, vous dire ah ben on peut aussi faire ci, faire ça. Ouais. Ok. Jusqu'à ce que ça devienne du coup aujourd'hui hébergé de quelle manière du coup Ouais. c'est toujours il y a toujours la possibilité de l'extension, mais c'est hébergé un peu différemment
pour héberger votre tech, c'est ça, je suppose? Ouais, c'est ça. L'extension existe toujours. Aujourd'hui, c'est plus un produit d'appel. Donc, cette extension, elle est gratuite, elle est toujours dispo. Et aujourd'hui, il y a vraiment le site libox.fr qui fait un peu. C'est une version de l'extension un peu sous stéroïde, quoi. OK. C'est-à-dire que non seulement on va avoir notre propre moteur de recherche avec justement des datas qui sont rajoutées sur toutes les annonces, et on va avoir aussi la grosse force de l'outil, c'est d'agréger, comme je disais, toutes les annonces de tous les sites. Donc là, on a 1500 sites qui pointent directement sur l'e-box et ça évite d'aller faire ses recherches sur Le Bon Coin, puis sur Se Loger, puis sur La Forêt, puis sur machin, OK. où en général, tu vas retrouver en plus les mêmes annonces parce que elles sont publiées à différents endroits. Et donc là, tu as une seule plateforme avec tout le marché immobilier, avec plein de données et plein de filtres conçus pour des investisseurs immobiliers. Et ça te permet aussi après de faire toute la partie fiscalité qui est quand même assez lourde en France et c'est important de bien la calculer. Et Ouais, ça, c'est des trucs qu'on ne pouvait pas mettre sur l'extension parce qu'il n'y a pas la place bien en fait, sûr. tu vois, visuellement avec une belle UX et tout. Et donc maintenant, tout est fait sur un site internet en fait où tu as toutes les fonctionnalités et les avantages de l'outil en fait. OK, OK, trop intéressant. Et du coup, c'est pour vraiment mixer, tous les sites, on va dire, publics, donc comme tu dis, Le Bon Coin et énormément de sites qu'il y a. Ouais, Mais vous êtes vraiment sur, voilà, des biens déjà, publiés, publiquement sur le marché. ouais, c'est ça. OK. Parce que je sais que des fois, dans l'immobilier, il peut y avoir des solutions un peu off market, Ouais, ce genre de choses. OK. Ça, vous de toute façon, vous pouvez pas forcément ouais, aller là-dessus ou avec des partenaires, des choses, il y a pas forcément ouais. de Alors, choses pour aller chercher ça? c'est une très bonne question, on nous la pose souvent. Ouais? C'est vrai que le vrai off-market, c'est une annonce qui n'est pas sur le web. Mmh. Et nous, par définition, ce qu'on fait, c'est qu'on récupère les annonces du web. Mmh. Donc on n'aura pas de vrai off-market, mais on a un espèce d'entre-deux qui est qu'en fait, nous, on va à la fois récupérer les annonces sur ce qu'on appelle les portails immobiliers. Donc c'est plutôt les agrégateurs, les Leboncoin, Se Loger. Et on va aussi récupérer sur les sites immobiliers, donc vraiment le site de l'agence immobilière La Forêt, Orpi, etc. Et en fait, on avait fait une analyse, c'est qu'un bien, par exemple, qui est publié sur La Forêt ou sur n'importe quelle agence vraiment originelle, il y a un délai de 5 jours en moyenne entre la publication sur le site de l'agence et la publication ensuite sur Le Bon Coin ou sur Se Loger. Et ça, c'est dû au fait tout simplement qu'en fait, ça coûte très cher maintenant de publier sur Le Bon Coin, sur Se Loger. Donc les agences, si elles ont la possibilité de vendre via leur site à elles, bon, forcément, ça leur fait faire des économies. Et dans des marchés tendus, en fait, ils savent qu'il y a des gens qui regardent leur site à eux et que du coup, ils trouveront des clients. Et donc finalement, on a un D'accord. espèce de, c'est pas du off-market, mais on a un espèce de Mmh. semi-off-market parce qu'on a de l'avance, on va dire, par rapport à quelqu'un qui s'embête pas trop et qui cherche sur Le Bon Coin ou sur Se Loger, tu vois. OK. Ouais, mais trop intéressant parce que oui, de toute façon, ça recense tellement de choses en même temps que ça fait une facilité pour la recherche qui est énorme et donc ça va aussi beaucoup plus vite. C'est ça, c'est le but, ouais. Et au final, c'est surtout ça aujourd'hui qui prime, je pense, c'est pour trouver notamment un bien rentable, c'est aussi Mm. cette rapidité à laquelle on peut voir et sourcer le bien avant qu'il y ait d'autres investisseurs dessus. Donc ouais, waouh, vous proposez une sacrée solution. Et donc ça fait 5 ans et demi, le projet est monté comme ça assez naturellement avec des utilisateurs en montant du coup différentes features. Ouais. Et du coup, comment ça s'est passé pour définir un prix à tout ça, proposer une offre du coup pour en faire vraiment un business quoi, Ouais. et ce qu'il est devenu aujourd'hui? C'est un énorme sujet, le pricing. Et c'est un sujet que je trouve en plus hyper intéressant. Euh, Il y a plein de façons de faire du pricing. Tu peux avoir des boîtes un peu plus industrielles, on va dire, qui sont sur combien ça me coûte, j'applique une marge, combien je vends. Tu peux faire un pricing par la valeur. Après, la réalité, c'est que en fait, le pricing, il est surtout déterminé par ton marché. Ça reste un équilibre offre et demande. Et du coup, nous, le pricing, au début, on s'est pas trop embêté. On a regardé les prix de nos concurrents et on s'est calé sur les prix de nos concurrents, tu vois. Il se trouve qu'après, donc nous, on a commencé à bosser avec The Family aussi. Mhm. Et on a eu un gars avec qui on faisait un peu des coachings qui nous disait, vous devriez essayer de doubler vos prix et voir ce que ça donne. Nous, au début, on a dit, mais t'es fou, enfin, doubler les prix, enfin, on est qui pour doubler les prix, tu vois. Et en fait, il me dit, très souvent, les gars sont surpris. Et c'est ce qu'on a fait, on a multiplié nos prix par deux. Et méga surprise, la conversion n'a pas vraiment bougé, tu vois. Mhm. Donc c'est là que tu te dis, en fait, d'un coup, du jour au lendemain, tu fais x2 sur ton chiffre d'affaires, quoi. Ce qui est assez ouf. Et c'est là que tu fais un petit peu aussi la comparaison par rapport à l'époque CDI où tu avais un salaire. Pour faire x2 sur le salaire, il faut y aller, Ouais, tu vois. Et là, en fait, un jour, tu as une idée et paf, tu trouves un truc qui te fait une énorme croissance. Donc ça a été un peu le premier truc. On est resté assez souvent là-dessus. Et après, nous, on a une démarche très analytique. Donc en fait, à la fin, on a testé différents prix et on a fait un calcul pour savoir quel était le plus intéressant pour nous. Donc c'est un mélange entre à quel point ça convertit et quel est le panier moyen derrière. Donc forcément, plus tu baisses les prix et plus ta conversion elle augmente, c'est mathématique.
Mais du coup, des fois, en fait, si tu fais payer un peu plus cher, mais que ta conversion ne baisse pas énormément, à la fin, tu feras plus de chiffre d'affaires. Et en plus, tu as un deuxième côté qui est de dire, vaut mieux avoir beaucoup de clients, pas beaucoup de clients, pardon, qui te payent cher, parce que du coup, tu as moins de services clients que si tu as un prix pardon, qui est très bas avec beaucoup de clients, où derrière, tu auras plus de demandes et plus de maintenance à faire de services clients, quoi. Ouais, bien sûr. Donc vous avez ajusté ça un peu au fur et à mesure et vous étiez du coup accompagné ouais, pour cette partie-là à ce moment-là. Parce que justement, toutes ces Ouais. choses sont nouvelles au final, de monter un business, d'entreprendre et notamment en plus sur un format comme le vôtre. Donc ouais, tout ça, récupérer de la data, savoir comment ajuster les prix, analyser un petit peu le tunnel un peu de conversion. Comment ça s'est fait tout ça? Vous étiez accompagné, vous vous formiez en parallèle? Plus ou moins. Tu vois, The Family, on a commencé à bosser avec eux. Et nous, Mhm. en fait, on est tombé, donc c'était l'année 2021, si je dis pas de conneries, où ça a été l'année où The Family a eu tous leurs problèmes, tu Ouais, vois. Donc, on a eu un peu de la chance, entre guillemets, c'est qu'on a commencé à bosser un peu avec eux, mais on n'avait pas encore signé quoi que ce soit, parce que tu sais, tu leur donnes une partie de ton capital contre l'accompagnement. Donc, nous, on n'avait pas fait ça, et on a bien fait parce que The Family a un peu explosé 6 mois après. Donc, on a eu quelques coachings un peu à l'œil. ok. Et donc ça a été cool. Et après, en fait, la grosse partie de tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on a appris, ça a été très autodidacte, tu vois. Donc, moi, j'aime beaucoup en plus apprendre de nouvelles choses. Donc, toute la Mhm. partie marketing qui n'était pas forcément ma spécialité de base, même si dans mon boulot d'ingé, quand j'étais en finance, à la fin, j'étais plus sur la partie business, donc j'avais quand même un petit peu des notions de ça. Mais je suis loin d'être un marketeur de base. Et donc, il a fallu apprendre tout ça, itérer, tester. Et ça a beaucoup été un apprentissage aussi par la pratique. Et en tout cas, pour moi, je sais que c'est ce qui marche le mieux. Des fois, tu vois des personnes qui connaissent tous les bouquins du monde sur le business, sur le marketing, etc. Mais en fait, moi, je pense que quand tu n'as pas le côté pratique, ça va pas forcément fonctionner. Et nous, on a toujours été un peu dans l'action. Et même si on faisait des trucs qui étaient pas ouf, tu le fais, tu vois ce que ça donne, tu as un retour du marché, puis tu fais un peu mieux, tu as un retour du marché, tu fais un peu mieux, etc. On a souvent fonctionné comme ça. Complètement. Ok, trop bien. Et donc, niveau croissance, derrière, sur tout ce que vous avez pu mettre en place de cette manière-là, comment ça s'est opéré? Vous avez eu un pic d'un coup, vous avez eu du coup une croissance assez constante. Comment ça s'est opéré jusqu'à 60 000 utilisateurs aujourd'hui? Eh ben, c'est assez constant, c'est ça qui est étonnant. Euh, on fait globalement, nous, à peu près x2 tous les ans, tu vois, Mhm. sur la boîte. Donc, c'est quand même assez sympa. Et ça a été quand même relativement linéaire, même s'il y a des périodes un petit peu plus rapides. Et je pense aussi que c'est dû au fait, parce que aussi, tu te poses la question, tu vois, au début, nous, on était à mi-temps sur le projet parce qu'on avait nos boulots pendant à peu près 2 ans et demi, je pense. Et puis, au bout de 2 ans et demi, on s'est mis à plein temps dessus. Et donc, quand tu te mets à plein temps, tu te dis, bon, on va bosser 2 fois plus sur le projet. Donc, on s'attend à ce que ça explose, tu vois. Ce qui n'a pas forcément été le cas. Ouais, Donc, en fait, des fois, tu te dis, putain, mais c'est con, je bosse beaucoup plus dessus. Et pourtant, la croissance n'est pas forcément là. Mais après aussi, il faut relativiser quand tu fais x2 sur un petit chiffre, entre guillemets, c'est pas très difficile. Et quand tu commences à avoir des chiffres quand même un peu significatifs, tenir le x2 est beaucoup plus difficile. bien Donc sûr. en fait, même si notre croissance, elle a été un peu linéaire comme ça, enfin linéaire pas tellement parce que linéaire dans le taux de croissance, mais du coup forcément ça fait un petit peu exponentiel, c'est aussi parce que les chiffres sont de plus en plus gros, du coup le x2 est de plus en plus difficile et donc finalement notre rajout en termes de temps et en termes d'investissement de boulot a quand même fait son taf, quoi. Ouais, bien sûr. Ok, ok, ok. Et aujourd'hui, donc, avec ça, vous êtes combien de personnes, tu vois, dans la boîte? Est-ce que vous avez embauché, internalisé? Est-ce que vous bossez avec des prestataires, Mm. freelance, etc. Comment vous fonctionnez pour mettre en œuvre un petit peu tous les besoins de l'entreprise? Ouais. Nous, donc la boîte est 100% bootstrap. Donc ça veut dire qu'on n'a pas fait de levée de fonds. On a tout fait. On a eu de la chance, on a généré du chiffre d'affaires assez vite, donc on a pu réinvestir. Surtout qu'au début, on ne se payait pas parce qu'on avait déjà nos boulots. Donc tout ce que tu gagnes, tu peux le réinvestir dans le business. Nous, on a toujours eu une approche assez lean où en fait, on est resté les deux associés vraiment à plein temps dans la boîte. Et on a bossé avec plein de prestataires. Donc on a nos designers, on a notre agence marketing, on a eu une agence pour la relation presse. Et en fait, on va aller chercher ces gens sur des besoins un peu ad hoc quand il y a un projet en particulier. Et ça, je trouve que même si tu payes plus cher, forcément, un freelance ou une agence par rapport à quelqu'un qui est internalisé, ça te laisse quand même une flexibilité qui est assez importante et qui te permet de prendre des gens quand tu es sur un projet en particulier. Alors que quelqu'un que tu embauches, déjà, il faut que ça se passe bien. Une embauche, ça peut être aussi assez risqué pour un business. Et puis, il faut qu'il y ait suffisamment de choses à lui faire faire pour que ça l'occupe tous les jours, toute l'année, tu vois. Et donc, nous, on est resté dans ce business, les deux associés, et ensuite beaucoup de délégations, mais en mode prestation. Ok.
Et vous faites très régulièrement appel justement à des personnes là-dessus, tous les Ouais. mois pour Ouais, c'est ça, différentes ouais. missions? C'est ça, ouais. Après, ça va dépendre des métiers, mais tu vois, genre notre agence marketing, bon, bah, c'est du récurrent, on va dire, donc ils s'occupent de nos campagnes un petit peu tout le temps. Du coup, bah, dès qu'on a des créas, ce qui arrive assez souvent parce qu'on fait des tests, on va aller voir le designer plutôt sur la partie créative. On a une autre designeuse aussi sur la partie UI, UX, où là, bon, on va peut-être la voir, on va dire, tous les ans, tous les 2 ans, quand on va avoir vraiment des grosses refontes de l'interface, des grosses fonctionnalités qui vont arriver et que du coup, il y a un besoin UX. Donc en fait, c'est assez régulier, mais tu vois, ça va être des fois une partie de l'année, des fois une autre partie de l'année. Donc ça permet de garder cette flexibilité justement. Ouais. Ouais, carrément. Ok, waouh. Donc, une belle boîte aujourd'hui quand même avec 60 000 utilisateurs, C'est ça. fois 2 tous les ans, Ouais, parti en bootstrap, ouais, aucune internalisation. On n'a ouais. pas parlé de chiffres donc, précisément. Et donc, peut-être tu peux nous parler un tout petit peu des marges que ça te donne, tout ça, à quel point justement ce travail, le fait d'externaliser, peut-être vous bouffez les marges tous les mois. Euh, Vous tournez à peu près comment Pas niveau tant que marge ça. là-dessus? Alors, si tu fonctionnes vraiment en termes de marge, en fait, on est sur un système de logiciel SaaS, donc tu n'as presque pas de coûts variables. Les coûts variables qu'on a, ça va être les frais Stripe euh, et ça va être le service client, grosso modo. Donc, en fait, sur du SaaS, tu marges à 80, 95, 96%, tu vois. Donc, c'est quand même assez beau. Par contre, en échange, tu as des coûts fixes qui sont un petit peu plus élevés, quoi. Donc, on a des coûts de serveur qui coûtent plusieurs milliers de dollars quand même tous les mois. Tu vas avoir des coûts fixes qui sont bah, justement un petit peu tes prestats de design, de marketing, même si le marketing, je mets plus dans la partie acquisition. Ça, c'est plus du coût fixe, on va dire, et c'est pas vraiment du coût variable qui rentre dans la marge. Mais, euh, mais c'est des business qui sont extrêmement rentables, tu vois. Et c'est ça que j'aime beaucoup aussi. On a beaucoup d'entrepreneurs qui parlent en chiffre d'affaires. C'est vrai que moi, j'aime bien parler en bénéf parce qu'à la fin, c'est un peu ça Bien sûr. qui te reste. Et je dis souvent, de façon un peu provocatrice, mais c'est très facile de faire du chiffre d'affaires en fait. Tu vois, tous les deux, on fait du business. Je te vends un verre d'eau, tu me le revends, je te le revends, tu me le revends. À la fin, on peut faire 1 million d'euros de chiffre d'affaires chacun, mais on a fait zéro de marge, tu vois. Donc en fait, faire du chiffre d'affaires, et là, tu vois, sur cet exemple un peu con, tout le monde s'en rend compte que c'est nul. Mais tu en as des fois, par exemple, qui vont, bah, par exemple, mettre trop de budget d'acquisition ou alors sous-traiter quelque chose et puis en fait ils n'ont plus aucune marge entre les deux. Exactement. Et du coup en fait ils augmentent leur chiffre d'affaires, ok, mais ils augmentent absolument pas leur bénéf. Mm. Et derrière c'est un peu de la vanity métrique quoi. C'est une métrique qui est super, tu vas pouvoir dire aux copains j'ai fait tant de CA et tout, Ouais. mais à la fin si tu as 100% sous-traité ou si tu as fait aucune marge sur ton opération, en fait il n'y a pas trop d'intérêt, tu t'es fait du boulot pour rien, tu vois. Exactement. C'est pour ça donc que je demandais ouais, ce côté un peu marge pour concrétiser un peu les choses, parce que effectivement ça peut sinon un peu tout et rien dire. Ouais, Donc au global, sur des missions comme ça que vous avez, ça vous descend. On sait que voilà, sur le logiciel IoT, vous avez des énormes marges, parce que comme tu dis, c'est juste du serveur. ouais. Donc en moyenne, du coup, ça vous fait des marges à peu près à combien? Du coup, la marge vraiment classique calculée, ça fait, ouais, je pense 95-96%. Et après, il faudrait réintégrer en fait tous les coûts fixes. Mais globalement, je pense qu'on a à peu près, on va dire, on est en gros sur du un tiers, un tiers, un tiers. C'est-à-dire que tu vois, dans le, tout le bénéfice qu'on génère, on va avoir un tiers qui part dans ma REM à moi, un tiers qui part dans la REM de mon associé, et un tiers qui sert à faire tourner le business, à payer les prestats, à payer les agences, etc. Tu vois. C'est à Ok, peu près ça la répartition qu'on a. ok, ok. Bon, quoi qu'il en soit, un super modèle ouais, bien rentable et bien stable. Si on rentre justement dans cette partie un peu plus technique, donc l'acquisition, tu m'as dit, c'est faite au final de manière assez naturelle. Mais à partir du moment où vous avez vu qu'il y avait une inertie et vraiment un besoin et des choses Ouais, à exploiter, à mettre beaucoup plus d'énergie, c'est quoi que vous avez mis en place concrètement d'un point de vue business pour générer plus ouais. d'acquisitions? Voilà, du SEO, et justement, si on peut venir comparer avec après le milieu infopreneur, où il y a pas mal de techniques d'acquisition, notamment ads, VSL, Ouais. ce genre de génération de leads, et puis convertir en mode setting, closing. Qu'est-ce que vous avez fait sur la partie business pour acquérir les 60 000 utilisateurs que vous avez aujourd'hui, quoi? Qu'est-ce que vous avez déjà testé? Quels sont les enjeux? Curieux d'avoir un peu cette partie technique. Ouais, beaucoup de choses à dire aussi là-dessus parce qu'on a testé plein de Mm. trucs. Au début, ça s'est fait un peu naturellement, mais en fait,
fait, le côté naturel, ça suffit plus au bout d'un moment. Quand tu veux vraiment grossir, tu es obligé de mettre des actions en place pour essayer d'aller un peu plus vite. Nous, on a testé un peu tous les canaux classiques. Il y a un super bouquin qui s'appelle Traction, qui est un bouquin justement fait pour l'acquisition un peu orienté startup. Et en fait, dans ce bouquin-là, le mec t'explique lui, il en note 19 différents canaux d'acquisition. Et donc, on a regardé un peu ça. Alors, tu as des canaux d'acquisition qui sont plus orientés business physique, mais tu en as, je pense, entre 10 et 15 qui sont très faits pour les business un peu plus digitaux. Et donc, on les a un peu tous essayés, tu vois. Donc, on fait pas mal de SEO, on fait du contenu, on a un blog, etc. Donc, on a des requêtes SEO sur lesquelles on est bien placé, qui ramènent un petit peu de leads. On fait pas mal d'ads, que ce soit sur Meta ou que ce soit sur Google, notamment avec l'agence dont j'ai parlé, là, avec laquelle on bosse. On a des systèmes de referral, de parrainage. Donc, Mm. nous, tous les utilisateurs peuvent parrainer quelqu'un pour offrir un mois à Official et puis ça offre aussi un mois au parrain. On a fait un petit peu de relation presse. Ça, c'est quelque chose qui n'a pas forcément hyper bien marché, mais voilà, on l'a testé. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre aussi? On a un système de partenariat beaucoup. Donc nous, en fait, c'est assez pratique parce que justement, on bosse beaucoup avec les infopreneurs, notamment dans le milieu de l'IMO, Mhm. parce que eux, ils apprennent aux personnes à investir en immobilier. Et nous, derrière, on fournit un logiciel qui les aide justement à chercher. Donc c'est un peu la logique de eux, ils leur apprennent à conduire. Et puis nous, on fournit la voiture un peu en leasing derrière. Tu vois. Donc Ouais. ça colle très très bien. Donc on fait beaucoup d'affiliations avec des personnes qui ont des communautés dans l'immobilier ou qui ont des formations et qui du coup ont une base client qui est correspondent avec ce qu'on vend. On fait de l'influence aussi un peu, donc on a des personnes voilà, qui parlent. Donc ça peut se faire soit en mode partenariat, affiliation, là comme je le disais, soit en mode affiliation, post sponsorisé, ça marche assez bien. Ouais. Donc tu vois, en fait, nous on a pas mal de canaux différents, et finalement celui sur lequel on est le moins bon, c'est un peu celui qu'on voit le plus chez les infopreneurs, c'est toute la partie réseaux sociaux, Ouais. où nous on essaye de faire du contenu, mais c'est vrai que tu vois, c'est pas trop notre spécialité, et c'est aussi ce que moi je dis un peu aux entrepreneurs quand je parle avec des personnes peut-être un petit peu plus jeunes, c'est que tu as le champ des possibles et puis il y a ce pourquoi tu es bon. Et c'est vrai que des fois, il vaut mieux être très bon dans un truc qui est un peu moins bien, entre guillemets. C'est pas le meilleur canal d'acquisition, mais vu que tu es très bon dedans, ça va quand même faire des bons résultats, plutôt que d'être mauvais dans un canal d'acquisition qui a l'air d'être bon, mais vu que tu sais pas faire, en fait, tu vas te faire dépasser par tous les gars qui sont bons, tu vois. Ouais. C'est vrai que nous, les réseaux sociaux, c'est pas trop notre spécialité, donc on peut se faire accompagner aussi, mais du coup, bon bah, c'est peut-être un peu moins authentique quand c'est toi qui le fais, tu peux peut-être moins t'investir. Et donc, cette partie ads, nous, cette partie, pardon, content plutôt organique, eh ben, on la travaille assez moyennement. Tu vois, on a quand même un compte Insta, je fais des vidéos YouTube depuis quasiment un an maintenant, mais c'est pas ce qui nous rapporte le plus de clients. Et truc aussi drôle, c'est que très souvent, on va dire en startup surtout, c'est que tu as différents canaux d'acquisition et au bout d'un moment, tu vas en trouver un qui va te faire 80% de ton acquisition et les 3, 4, 5, 10 autres canaux que tu as, ils vont faire que 20%. Et nous, c'est pas du tout ça. En fait, c'est assez équilibré entre tous les canaux. Ok. Donc, on bosse un petit peu sur tout. On a de la chance, pas mal de bouche à oreille. On bosse un peu pas mal notre notoriété aussi. Donc, moi, j'interviens dans pas mal de podcasts justement sur l'investissement immobilier. Donc, ça Mhm. permet de faire découvrir un petit peu aux gens l'outil. Et tu vois, cette espèce de sauce fait que à la fin, on a une bonne acquisition, mais quand même très éparpillée et très répartie entre tous les différents canaux. Ok. Waouh. Et il y en a d'autres justement que tu veux pouvoir implanter, tester, ou au final vous les avez justement un petit peu tous exploités, mine de rien. Parce que Ouais. c'est vrai que là, tu as déjà fait le tour de beaucoup de différents canaux euh, d'acquisition. Est-ce qu'il y en a d'autres qu'on a oubliés, d'autres que tu envisages de tester, d'actionner, Celui qu'on essaye d'actionner un petit peu, c'est plus la partie réseaux sociaux là. Donc, comme je disais, moi j'ai organiques du attaqué les coup? vidéos YouTube il y a un an. On essaye d'aller un petit peu plus sur notre compte Insta, etc. C'est quand même des canaux, c'est toujours pareil dans les canaux d'acquisition, tu en as qui sont plutôt court terme, d'autres qui sont plutôt long terme. Notamment, tu fais des ads, bon, tu mets du budget instantanément, normalement, tu as des clients qui arrivent. Tu fais du SEO, c'est très long, tu fais du content, c'est très long. Donc, on bosse là-dessus un petit peu en background et puis on continue aussi d'appuyer sur les canaux qu'on a déjà et qui fonctionnent. Ouais. Mais c'est vrai on a déjà en fait testé pas mal de choses. Après, nous, du coup, la boîte, elle a 5 ans et demi, donc forcément, tu as quand même eu le temps de tester des trucs. Il y a des trucs que moi j'aime beaucoup, mais qui sont très durs à faire. C'est un peu ce qu'on appelle le marketing de viralité. Mhm. C'est faire en sorte que ton outil, les gens aient envie de le partager, tu vois, pour X ou Y raison. Ça peut être aussi des trucs du style, tu sais,
Outlook le faisait beaucoup. Quand tu envoyais un mail, c'était marqué en bas, envoyé par Outlook, tu vois? Des trucs comme ça et en fait, ça se partage un petit peu automatiquement et du coup, les gens se disent: «Ah bah, c'est quoi ce truc-là?» Tous les logiciels de mailing, je pense, ont toujours ça aussi, envoyer avec machin, tu vois? Et des fois, tu as des logiciels qui te font des espèces de petits badges, des petits machins, un peu dans une logique gamifiée, Ouais, qui fait que les gens ont envie de partager et potentiellement, nous, on a réfléchi des fois à dire: «Est-ce qu'on n'essaierait pas de gamifier un peu l'e-box?» ouais, pour dire, bah, voilà, les gens, ils vont avoir un espèce de ranking et puis super. derrière, ils vont peut-être pouvoir le partager parce que, bah, ils vont dire: «OK, moi j'ai trouvé tant de biens rentables ou j'ai fait tant de recherches, ou j'ai fait tant d'analyses» et cetera. Donc ça, c'est un marketing que j'aime bien, mais qui est assez difficile à mettre en place. Ouais. Mais ça peut être des nouvelles idées aussi, tu vois, qu'on va essayer de développer. OK, ouais, trop intéressant. C'est hyper important, au final, de capitaliser, ouais, sur la partie aussi delivery, hein, en Ouais, elle-même qui fait un énorme boulot déjà d'acquisition au final en lui-même par la recommandation et effectivement d'avoir, cet aspect peut-être un peu plus communautaire qui donne envie de partager autour parce que, ouais. il y a de la communication en interne, parce qu'il y a du partage, parce qu'il y a du, comme tu dis, de la gamification. OK, et comment vous répartissez les rôles aujourd'hui du coup avec ton associé, dans la boîte? Vu qu'il y a pas mal de choses assez automatisées, il y a des prestataires du coup qui interviennent. Toi, tu es, voilà, plus peut-être, sur la partie image de l'e-box pour promouvoir à travers aussi les réseaux et autres. Lui, il est plus sur la partie technique. Comment vous vous répartissez, ouais, aujourd'hui? Ouais, c'est assez simple. Tout ce qui est technique et en rapport avec le site, c'est lui Ouais, et tout le reste, c'est moi. OK. Grosso modo, c'est comme ça que ça marche. Du coup, en fait, pour moi, au début, ça a été super dur Mmh. parce que moi, de base, donc, je suis plutôt ingé, donc je code un petit peu aussi. Donc, je développe pas des sites web, mais je fais du code pour faire des algorithmes, un petit peu d'analyse de données, d'IA, etc. Plutôt la partie technique. Et en fait, bon, bah, dans une boîte, tu le sais, tu as la partie technique, mais tu as le marketing, tu as la partie commerciale, tu as la partie juridique, tu as la partie Mmh. comptabilité. Et tous ces trucs-là, c'est des trucs que j'ai dû apprendre un peu au fur et à mesure. Et au début, c'est hyper frustrant parce que tu es nul enfin, ouais, nul de partout. Et du coup, bah, tu es obligé d'apprendre un peu au fur et à Ouais. mesure, quoi. Mais mon associé, lui, C'est c'est toi qui étais un au front du coup, de sur, ouf, ouais. sur ces parties, que Exactement. tu maîtrisais moins, quoi. C'est ça, bah lui en fait c'est vraiment un dev pur et dur, donc c'est un génie dans ce qu'il fait et c'est un dev incroyable et il fait toute la partie dev, il est ce qu'on appelle full stack, donc il fait à la fois la partie un peu moteur et la partie carrosserie, il fait vraiment tout, il le fait super bien et Ouais. il gère à 100% cette partie-là et dès que ça sort de ça, en gros c'est moi qui me débrouille, donc du coup moi il y a des parties que j'ai dû faire un peu moi-même et monter en compétence là-dessus et des parties sur lesquelles en fait bah, on a dû déléguer et je conseille quand même toujours moi d'être un minimum formé et compétent dans un domaine avant de le déléguer, tu vois. Moi, quand j'ai recruté mes premières designeuses ou designers, en fait, si tu sais vraiment pas comment ça marche, bah, tu vas pas être capable de juger de la qualité du boulot et tu risques de te faire un peu entuber, tu vois. Complètement. Donc c'est bien d'avoir une première base, même si je suis très loin d'être le meilleur designer. Et ça me permet aussi des fois de faire des retouches quand ils nous font un truc Figma et qu'en fait, bah, on a peut-être une idée qui a changé. Moi-même, je peux modifier deux, trois trucs et t'es pas forcément obligé de rappeler la personne, tu vois, quand c'est des petits détails. Ouais. Donc ça me permet, moi, d'être assez polyvalent aussi dans tout ce que je sais faire. Et j'ai dû monter en compétence un peu là-dessus. J'ai dû faire du sales, j'ai dû faire du partenariat, j'ai dû faire du marketing, j'ai dû faire du design. Et en vrai, je suis hyper content de l'avoir fait. Mmh. Mais du coup, ça te fait une première marche qui peut faire peur au début. Ouais. Et après, c'est comme tout, en fait, il faut un peu prendre son courage à deux mains et se dire, OK, c'est qu'une question de temps, entre guillemets. Et je sais que si je mets les efforts pendant suffisamment de temps, à la fin, je vais réussir normalement à être suffisamment compétent pour au moins comprendre ce qu'on me dit quand je suis avec des experts et puis pouvoir faire des petits trucs aussi moi-même quand c'est pas très compliqué. Ouais, complètement. Trop bien. C'est, de toute façon la meilleure chose à faire, comme tu dis, juste maîtriser, une base de compétences et tu obligé de passer par là et le plus rapidement possible étant donné qu'on est entrepreneur, on n'est pas là pour être le nez dans l'opérationnel, mais il faut C'est le ça. faire bien. Effectivement, pouvoir déléguer, de la bonne des façons. Il y a trop de personnes qui veulent déléguer trop vite et au final qui se brûlent les ailes parce que, comme tu as dit aussi, ils recrutent mal parce qu'ils connaissent pas vraiment le domaine ou ils font des mauvais process parce que Mm. vu qu'ils le maîtrisent pas, les attentes derrière sont pas alignées. Donc, ok, ouais, c'est toi qui t'es coltiné toute cette partie, Ouais, mais comme tu dis, c'est hyper enrichissant et ça te fait apprendre plein de choses. Et, c'est rassurant de savoir que demain, avec toutes ces compétences que tu as accumulées, en fait, tu peux du coup remonter à pas mal de nouveaux projets. Euh, D'un point de vue justement scalabilité, tu vois, si on pense à la vision maintenant à venir,
C'est quoi un peu les objectifs, de croissance? Comment vous voyez justement, l'e-box évoluer, à l'avenir? Et qu'est-ce que vous mettez peut-être déjà en place justement pour aller, scaler ce modèle? Maintenant que vous voyez que de toute façon, ça performe, il y a une belle Mmh. croissance, il y a beaucoup d'utilisateurs, il y a un vrai besoin dans ce milieu-là. Est-ce que vous avez cette recherche de beaucoup plus d'impact, parce que vous voulez, toucher, le monde avec ça, internationaliser? Comment vous voyez un peu l'avenir? C'est quoi un peu les projets? Super question, ouais. Pareil qu'on se pose souvent et c'est dur d'avoir, la réponse, Ouais, fixe, mais nous, le côté international, ça nous plairait beaucoup. Mais c'est vrai qu'on a un business qui est assez difficile à mettre à l'international c'est pas les parce mêmes que règles, le business, il fait 3 trucs principaux du coup. Donc il te donne des données sur les villes pour savoir lesquelles, sont bonnes pour investir. Mmh. Si jamais j'ouvre un nouveau pays, bah, faut que je me retrouve le fournisseur de données, local. On va récupérer toutes les annonces immobilières, des sites, immobiliers dans le pays. Donc pareil, si je vois un nouveau pays, bah, ça faut recommencer et on te fait toute la partie fiscalité sur ton investissement. Si j'ouvre un nouveau pays, c'est pareil, il faut que je me retape un peu toute la fiscalité du nouveau pays. Donc en fait, c'est pas hyper scalable à l'international. Donc nous, la Ouais, logique aujourd'hui, c'est plutôt de dire, on va prendre tout le marché français. ouais. Euh, Aujourd'hui, on n'a pas tous les chiffres de tous nos concurrents, donc c'est un peu dur de dire ça, mais normalement, on est numéro un, ou alors ça se tient assez serré avec un autre qui est aussi assez reconnu. Mmh mh. Le but, c'est vraiment prendre tout le marché français à fond. Et bah, un jour, si jamais on a envie de monter un autre projet qui soit plus facilement scalable, justement, on partira sur un truc, peut-être par exemple sur de la donnée Airbnb, ou tu vois, des trucs où en fait, une fois que tu as fait le marché français, le côté international ne te demande pas énormément plus de boulot et justement, tu restes dans un truc très scalable. Donc OK, je pense que l'e-box, ça restera français. Et ouais, pourtant, on a tous les jours des gens qui viennent nous voir. Est-ce que ça marche pour la Belgique, ouais, pour la Suisse? Est-ce que ça marche pour l'Espagne et tout? Et on dit, bah, malheureusement, les gars, non. Ils sont tous là en train de nous dire, mais pourtant, il y a un marché énorme et et tout. On ouais. se dit, ouais, ouais, on s'en doute, hein. Mais en fait, on doit recommencer la boîte de zéro. Alors, on a l'expérience, donc ça se ferait plus vite. Mais il y a quand même énormément de boulot. Ouais, bien sûr. Donc ouais, ouais, déjà cette volonté d'exploiter beaucoup plus le marché français, ça fait complètement sens. Et pour justement aller dans cette dynamique-là, qu'est-ce que heu, sur quoi tu penses qu'il faudra plus bosser, pour, aller chercher justement cette croissance, convaincre plus d'utilisateurs? Aujourd'hui, tu as une croissance, tu disais quand même qui se stabilise à x2 déjà en moyenne, Ouais. donc il y a déjà, ouais, de très belles, croissances à venir, donc si vous arrivez à maintenir ça. Mais voilà, comme tu dis, il y a peut-être du concurrent déjà un peu aussi, là-dessus. Comment vous vous différenciez? Qu'est-ce qui va faire que vous pouvez aller, acquérir comme ça un maximum du marché? Ouais, très bonne question. Il y a plein de sous-sujets là-dedans. Déjà, en effet, le x2, il faut réussir à le tenir parce Mmh. que bah, voilà, les chiffres sont de plus en plus Mmh. gros. Donc, logiquement, il y a un moment où ce x2, il va décliner un petit peu. Hem Et en fait, nous, on essaye de bosser vraiment sur tous les axes pour faire des clients. En fait, bah, tu as un funnel et puis tu as le nombre de clients qui vient chez toi. Surtout que nous, en gros, on a un système, tu sais, tu arrives sur le site, tu t'inscris pour un essai gratuit et à la fin de l'essai gratuit, on essaye de convertir la personne en client. Donc, en fait, tu peux te faire un funnel où combien est-ce que j'ai de personnes qui arrivent sur mon site? Et là-dessus, bah, tu peux bosser en faisant de l'acquisition un peu pure pour essayer d'augmenter le trafic sur ton site. Ensuite, tu dis, bah, parmi les personnes qui sont sur mon site, il faut que j'en ai le maximum qui souscrivent à l'essai gratuit. Donc là, en fait, bah, tu essaies de travailler un peu la copie, de travailler un peu le design de ton site. C'est ce qu'on est en train de faire aussi pour que bah, le pourcentage entre le trafic sur ton site et le pourcentage de personnes qui viennent faire un essai gratuit augmente. Mmh. Et après, une fois qu'ils sont dans l'application, tu as toute une logique d'email marketing pour leur expliquer l'outil, pour leur montrer un petit peu la valeur, pour essayer d'augmenter la proportion qui passe de l'essai gratuit au payant. Et une fois qu'ils sont payants, tu as toute la logique de nurturing et de rétention pour faire en sorte que tes clients restent le plus longtemps possible. Mmh. Parce que dans le SaaS, tu as quand même le churn qui est un truc hyper important. Ouais. Le churn, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le départ des clients. En fait, c'est les clients qui s'en vont, qui résilient leur abonnement. Mmh. Et donc, en fait, finalement, c'est une espèce de machine là, à 4 niveaux. Et tu peux bosser sur n'importe lequel de ces niveaux pour augmenter ton chiffre d'affaires. Et du coup, on essaie de bosser un peu à la fois sur la partie acquisition pure et dure, parce qu'à la fin, il faut de la visibilité. Mais si tout le monde te voit, mais que personne ne reste, ça n'a pas d'intérêt non plus, tu vois. Ouais, exactement. Et donc, on essaye de bosser sur toutes ces thématiques pour essayer de faire en sorte d'augmenter au maximum le chiffre et de faire grossir la boîte, tu vois. Et Ouais, c'est top. c'est- c'est marrant parce que c'est pas des... Les approches sont totalement différentes, tu vois. Quand tu fais de l'acquisition, ça va vraiment être du contenu, des ads, etc. Et quand tu vas faire, par exemple, de la rétention et tout, bah, ça va plutôt être de l'UX, ça va plutôt être du bon mail marketing. Et c'est pas exactement les mêmes compétences. Et du coup, c'est très différent. Ouais, ouais, c'est clair.
Mais c'est vraiment ça la leçon, je trouve, dans un enjeu de scalabilité, c'est d'être beaucoup plus axé data et d'être capable effectivement d'aller décortiquer chacun des aspects du business Mm. pour venir améliorer, comme tu dis, chacune de ces variables-là. Et donc au final intervenir effectivement sur tous les différents leviers d'acquisition qui marchent déjà et donc venir pousser plus, mettre peut-être plus de budget, faire grossir ça, mais derrière l'impact aussi, comme tu dis, sur la conversion, sur la délivrabilité. Donc ouais, prendre une par une toutes ces variables C'est ça. et les pousser, les améliorer au mieux. Et ça, aujourd'hui, qu'est-ce qui te permet de réussir à travailler comme ça sur chacune des variables et savoir à chaque fois, OK, je prends tel prestataire, tu vois, tel freelance qui va bosser là-dessus, un tel. Aujourd'hui, tu arrives à avoir comme ça euh, un œil, tu vois, très extérieur pour piloter comme ça, tirer les ficelles du business, Mm. y voir clair, tu vois, hors opérationnel, parce que justement, toi qui n'as pas aujourd'hui internalisé beaucoup de choses, ça peut être vite fait d'être les mains à l'intérieur et d'être à fond dans l'opérationnel avec ton associé, faire énormément de choses. Comment tu arrives à rester comme ça, tu vois, plus sur la visu dashboard et piloter, mettre la personne à chaque fois, recruter un freelance pour ça, et continuer de piloter l'évolution de la boîte au fur et à mesure? C'est pas facile honnêtement. Et Ouais. ça, c'est une vraie question parce que surtout quand tu commences à savoir faire un peu toi-même, bah, tu as envie de le faire, tu vois. Mm. Et c'est pas forcément la bonne solution parce que non pas que bon, tu vas économiser un petit peu d'argent si tu le fais toi-même, mais tu vas investir du temps et des fois tu vas avoir trop la tête dans le guidon, ce qui va faire que tu vas pas forcément avoir suffisamment de recul quand tu viens de le dire pour prendre les bonnes décisions derrière. Donc moi, de plus en plus, j'essaie d'être vraiment sur la vision stratégique. Nous, on fonctionne un peu par sprint. On va se dire, OK, bon, bah là, on bosse sur l'acquisition. Là, on bosse sur la conversion, trafic et c'est gratuit. Là, on bosse sur le churn. Et du coup, en fait, on se dit, OK, par exemple, là, je bosse sur le churn. Qu'est-ce que je peux faire pour réduire mon churn, tu vois? Donc, moi, je fais de la recherche, j'essaie de prendre du recul, je regarde ce qui se fait à côté. Ouais. Je me dis, ah, OK, quand je vais sur d'autres sites, que tu essayes de résilier, bah, peut-être qu'ils t'envoient une réduction, tu vois? Ils disent, ah, est-ce que vous êtes sûr que vous voulez résilier? On vous offre le prochain mois, tu vois? Mm. Ou alors, ils te demandent de prendre un call avec quelqu'un, tu vois? Mm. Tu prends un petit peu des idées de tout ce qui se fait. Toi, en tant qu'entrepreneur, tu es normalement la meilleure personne avec le plus d'informations pour prendre la meilleure décision. Donc tu dis, OK, moi je pense que la meilleure solution c'est ça. Tu te fais même en général plusieurs scénarios parce que tu n'es jamais vraiment sûr. Donc tu dis, on va tester ça, ça, ça. Et ensuite, pour la partie opérationnelle, bah là, tu vas prendre par exemple le designer qui va me faire bah, mes petites pop-up ou mon workflow justement de churn. On va le mettre et puis on va tester, on va voir ce que ça donne. Et ensuite, je vais dire, bon, bah, OK, le churn, on considère que pour le moment, il est relativement bien optimisé. On y reviendra peut-être dans 6 mois, un an. Et maintenant, je vais passer à la partie conversion et c'est gratuit client. OK, comment je fais quand le mec il est sur l'app pour qu'il ait un bel onboarding, pour qu'on lui explique vraiment où est la valeur, pour que ce soit pas trop compliqué parce que s'il ne comprend pas, il va dire que l'outil n'est pas fait pour lui. Alors qu'en réalité, il peut l'être, mais les personnes partent toujours du principe que c'est pas de leur faute, tu vois. Et ils ont raison de penser ça, tu vois. Si jamais vous êtes un entrepreneur et que vous dites ah mes clients ils sont chiants, ils comprennent pas mon business, ils comprennent jamais ce que je leur vends et tout, c'est de votre faute en tant qu'entrepreneur, tu vois, c'est votre boulot de prendre le client par la main, de lui expliquer étape par étape, Mm. d'avoir la patience qu'il faut. Tu vois, tu as le phare en face, il faut vraiment l'emmener au phare, il faut lui donner la lampe torche pour qu'il puisse avancer dans le noir et qu'il ait vraiment toutes les infos lui-même sans qu'il soit obligé de faire d'efforts. Et c'est à toi en tant qu'entrepreneur de savoir un petit peu comment faire ça. Et après, pour la partie opérationnelle mise en place, bon, là, tu peux prendre quelqu'un qui le fera en général mieux que toi. Ouais, complètement. Ok, nice. Et là, jusqu'à maintenant, on a parlé quand même beaucoup tu vois, comme si c'était une croissance sans accroc, avec beaucoup de points positifs et plein de choses qui ont été mises en place. C'est quoi, si on, on arrive à clôturer un petit peu sur ça, euh, les plus gros enjeux au final que vous avez eus, parce que je suppose que ça n'a pas été non plus un long fleuve tranquille. Mm. En plus, être associé, ça peut toujours avoir aussi des complexités. Même si peut-être que le faire avec son frère, c'est quand même justement, même des fois un peu un retour de bâton, mais des fois plus simple, et de l'autre, Mm. des fois plus complexe. Ouais, c'est quoi qui a été le plus compliqué à gérer, tu vois, dans le parcours jusqu'à maintenant, les plus grosses galères, difficultés que vous avez pu avoir? Ouais, je pense que la partie association, la partie relation dans une boîte, ça reste quand même le plus difficile. Mm.
Nous, on a quand même eu relativement de chance. Le business a jamais vraiment été en décroissance. Mhm. Tu peux avoir des mois un petit peu plats, mais globalement, en fait, ça fait que monter. Donc là, tu vois, c'est quand même un confort incroyable par Ouais. rapport à des business où bah, des fois ça marche, des fois ça marche un peu moins. Mhm. Donc là-dessus, franchement, super confort. Mais après, tu as toujours des décalages de vision entre associés où tu en as un qui veut aller très fort en avant, tu en as un Oui. qui veut être un petit peu plus chill. Et du coup, bah, c'est ça un petit peu les gros soucis. Investir, entreprendre pardon, en famille, ça a des avantages et des inconvénients. Mhm. L'avantage, c'est que bah, on a quand même un peu, l'air de rien, les mêmes façons de penser parce que bah, voilà, on est frères, donc bah, on a un peu la même éducation et du coup, on voit un peu les choses de la même façon, donc on se met d'accord plus vite. Mais c'est vrai que des fois, du coup, tu as le côté un peu familial, perso aussi, qu'il faut essayer de pas casser parce que bah, tu te dis, si jamais la boîte se passe mal, ça reste mon frère et ça reste la famille. Tu vois, lui, il a une femme, une fille, donc c'est ma nièce. Tu Ouais. vois, ça restera quelqu'un, même si on s'engueule comme pas possible, que je continuerai à voir régulièrement. Donc d'un côté, ça te met une certaine pression, mais ça te fait aussi, je trouve, relativiser parce que tu te dis, Ouais. cette personne-là, je pourrais jamais casser le lien. Et du coup, ça te force, je trouve, à faire les efforts quand on n'est vraiment pas d'accord. Et il y a des fois où c'est arrivé, à prendre un peu sur toi et à trouver un compromis. Ouais. Là où, si tu investis, si tu entreprends avec un pote, euh, dans ta tête, tu te dis, ok, si vraiment il me saoule à un moment, je peux tout arrêter et on se voit plus jamais, tu vois. Ouais. Quand tu fais ça avec la famille, tu peux pas, t'as pas cette option. Et je trouve que c'est presque une bonne chose parce que du Complètement. coup, ça t'oblige à faire les efforts. Et bon, des fois, il faut savoir arrêter la relation aussi, hein. Ouais. Mais Ouais. du coup, tu le fais pas sur un coup de tête, quoi. Ouais, tu apprends à nuancer, prendre un peu le Ouais, recul et bien sûr, ça permet justement de pouvoir souvent tenir plus longtemps et pas y mêler des égos qui, comme tu dis, peuvent vite casser. Et ça arrive exactement, beaucoup ouais. des associations et malheureusement casser une aventure aussi entrepreneuriale qui était sur une bonne lancée. Donc, ok, trop intéressant ces enjeux-là et ça se comprend totalement. Bah écoute, c'était top de faire ce podcast avec toi. Merci pour tous C'était les top, éléments que tu merci. as partagés. J'espère que ça plaira aux personnes qui pourront avoir peut-être un autre parallèle pour les personnes qui me suivent avec, encore une fois, ce milieu infopreneur et autres. On voit d'autres enjeux, un autre parcours et c'était hyper enrichissant. Je mettrai tous les liens évidemment en description pour aller découvrir ce que tu fais, tes réseaux, ton site, etc. Est-ce que tu as un petit mot de la fin ou qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un, on peut terminer là-dessus, qui a envie de mettre en place un projet comme celui-là sur ce type de business model. Ouais. Tu vois, si toi tu avais besoin de repartir de zéro aujourd'hui ou que tu conseilles quelqu'un par rapport à l'aventure que vous avez eue. Ouais, alors pour quelqu'un qui voudrait se lancer dans le produit, en général, quand tu te lances dans une boîte, tu choisis quand même ce que je vais faire du service du Ouais, produit. Moi, je suis plus expert de la partie produit, du coup. Le problème du produit, c'est que c'est souvent fait par des gens un peu tech eh oui, et on aime faire du produit, tu vois, on aime construire des choses. Et je pense qu'il ne faut pas tomber dans l'écueil qui est de faire de la feature, faire de la feature, faire de la feature. Et à un moment, il faut aller rencontrer son marché. Donc, je pense que mon conseil, c'est de mettre son produit en face du marché le plus rapidement possible parce que c'est ce retour du marché qui va te faire ensuite améliorer l'outil au fur et à mesure. Et il y a trop de projets qui sont développés pendant 1 an, 2 ans, 3 ans par des gars dans une cave. Ils se disent ça va être incroyable et le jour où ils sortent l'outil, en fait personne n'en veut ouais, parce qu'ils n'ont pas écouté le marché et du coup ils ont développé pendant 3 ans pour rien, tu vois. Donc quand on fait du complètement. produit, quand tu fais du service, tu as tes clients directement en face de toi, donc le retour il est automatique. Quand tu fais du produit, tu as un peu cette barrière quand même. Et du coup, ouais, mon conseil c'est d'aller sur le marché le plus rapidement possible. Et même si la version est loin d'être parfaite, c'est pas grave et ça s'améliorera avec le temps. Ok, trop bien. Merci pour le conseil. Merci pour le temps passé, Thomas. Avec plaisir, merci pour Et l'invitation. puis à très vite. À très vite. Ciao, ciao. Je te remercie.